Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Après avoir fait un détour par la maison sinistre des Jeux du Sort, il est désormais temps de retrouver Harry à Private Drive. Harry, qui comme chaque été, ne passe pas de super vacances chez les Dursley, d'autant que le rêve qu'il vient de faire et la douleur à sa cicatrice l'inquiètent particulièrement. Tout ça ne peut annoncer que de mauvais présages, comme on le sait tous. De graves dangers vont guetter Harry et ses amis tout au long de ce 4e volet. Mais pour en parler avec nous, il n'y a pas seulement Harry qu'on va retrouver dans cet épisode, mais aussi une invitée auditrice après avoir fait le chapitre 1 en solo, Marina et moi. On va parler de la cicatrice d'Harry aujourd'hui. Ouh, tu en as de la chance, Pamela. Pamela qui est notre auditrice aujourd'hui. Est-ce que tu vas bien ? Est-ce que tu es prête à parler de cicatrice avec nous ? Oui, je suis prête. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup pour cette invitation sur cet épisode du podcast. Mais de rien, tu as candidaté comme à peu près tous les auditeurs qu'on a reçus jusqu'alors et avec beaucoup de plaisir, on t'a sur cet épisode, ce chapitre 2, la cicatrice. Chapitre assez court, là aussi, ça commence doucement, la coupe de feu, mais je suis sûr qu'on va trouver quand même plein de choses à discuter ensemble. Surtout Jérémy. Surtout moi, le gros bavard. Wiki ambulant. Le wiki ambulant. Quel honneur, ouais. Ça c'est un sacré privilège. On va commencer cette émission par une petite plume à papote pour en apprendre un peu plus sur toi, Pamela. Puis on va relire tous les trois et avec tous les auditeurs qui nous écoutent, ce chapitre 2 de la coupe de feu. Alors on se réveille comme Harry, on sort du cauchemar et on se rejoint toutes et tous à Private Drive. Suivez-nous. T'arrives pas à dire Private Drive en mode... non, ouais. C'est pour Alors Private là... Drive. La plume à papote de Pamela. Donc Pamela, comme à chaque invité, on commence par une première question mythique. Je pense que tu la devines. Tu sais ce qu'on va te demander ? Pas du tout. J'attends les instructions. Comment est-ce que tu as découvert le monde d'Harry Potter ? Alors, la découverte du monde d'Harry Potter, ça a été assez chaotique, je dirais. J'ai eu une première tentative ratée à la sortie du 2e volet au cinéma. Ça a été atroce. J'ai un souvenir horrible de ce 2e volet avec le basilic qui m'a absolument terrorisée. Donc voilà, ça commençait pas très bien. Et puis j'ai jamais tellement accroché à la sortie du film. C'est vrai que ça me donnait pas très envie de poursuivre dans la découverte de l'univers et j'ai jamais beaucoup accroché. J'ai refait une tentative infructueuse à la sortie du 6e volet au cinéma. J'étais un peu plus âgée, mais ayant jamais vraiment suivi les sorties des livres et des films, c'est vrai que j'ai pas tellement accroché. Et bizarrement, ça a matché à la 3e tentative. Je rentrais en BTS notariat à l'époque. Oh Et, J'ai fait aussi un BTS notariat. C'est pour ça oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Un univers en commun. Ouais. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que j'ai... c'est à ce moment-là que j'ai accroché. Et là, j'ai repris tout depuis le début. J'ai fait les choses correctement. Les livres, les films. Et chacun dans l'ordre. Et depuis... ça fait 8 ans à peu près, et presque même une dizaine d'années maintenant, et j'ai plus jamais décroché. Est-ce que tu avais quel âge quand tu as regardé au cinéma, quand tu as vu au cinéma La Chambre des Secrets ? Eh bien, si j'ai bien calculé, j'avais à peu près 8 ans. Ok. Donc peut-être un peu jeune pour voir ça. Et puis les livres étaient quand même assez imposants. Je me souviens que j'avais plein de camarades en primaire qui les lisaient, qui les adoraient. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir vu autour de moi, ce monde. Mais j'ai jamais eu la curiosité de lire les livres, alors qu'aujourd'hui, je pourrais les dévorer sans problème à plusieurs reprises, même dans une seule année. Mais non, peut-être un peu trop jeune au moment de la sortie.
Parce que si je fais bien le calcul, tu es un peu plus jeune que nous, je pense. T'as pas encore tout à fait 30 ans. Je me trompe pas? Non, j'y vais doucement. Tu vas doucement, ok. Non, j'ai 28 Profites-en, ans. Pamela, profites-en. Après, c'est trop tard. Une fois qu'on y est, ça passe très vite. Bah oui, je sais. Oui, vous êtes un peu plus âgé. Bon, on reste de la même génération, mais Ouais. quelques années en moins, peut-être que ça peut faire la différence au moment où les livres et les films sortaient. Ouais. Oui, parce que nous, du coup, à la sortie du deuxième, C'est simple, en fait. on avait 3 ans de plus, donc on avait 12 ans, quoi. C'est ça, c'est que nous, avec Marina, on allait sur 12 ans. On a l'âge vraiment parfait pour les films, c'est-à-dire que quand le premier film est sorti, on avait 11 ans, quoi. On avait l'âge des personnages. Ouais, mais je me souviens quand même que c'est beau. La Chambre des Secrets, ça t'avait fait peur. J'ai découverte en DVD. Et même sur ma petite télé catholique de l'époque, je me souviens, pour le basilic, j'étais pas sereine. Hein. Il est assez bien fait quand même. Ouais, c'est vrai que c'est assez sombre à la fin du deux. Et puis même, La Chambre des Secrets, ça reste très enfantin. Mais quand même, t'as le chat pendu avec le faux sang sur le mur. Oui. Ma chatte a été pétrifiée. Ouais. Réplique préférée. On se demande qui fait le plus peur entre Rusard et la chatte pétrifiée. Mais oui. C'est vrai que la Chambre des Secrets, ça fait. On en avait parlé récemment, mais ça fait un peu film d'Halloween parce que justement, il y a une ambiance assez inquiétante, quoi, pour un film pour enfants, c'est vrai. Ouais. Ça reste très enfantin, mais en même temps, pas très adapté aux jeunes enfants. Enfin, jeunes enfants, je m'entends, quoi. Moi, ça a été, pour ma part, ça a été. J'ai découvert avec le premier film et je me souviens pas avoir été impressionné par un film après. Peut-être plus La Coupe de Feu, mais bon, j'avais déjà lu le livre, donc je savais à quoi m'attendre. Mais n'empêche que voilà, j'étais impressionné de voir ça au cinéma. Par contre, je me retrouve dans ce que tu dis sur les livres, Pamela, parce que même si j'étais un peu plus âgé, j'avais 11 ans quand j'ai découvert le premier film et du coup j'avais envie de lire les livres. Et à 11 ans, j'étais pas un grand lecteur et même le premier livre pour moi c'était un challenge, tu vois, de lire un livre comme ça. Et c'est le premier vrai roman que j'ai terminé. Moi je lisais pas du tout avant. Alors ça paraît fou aujourd'hui vu que je lis tout le temps. Je lis tout le temps. D'accord, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Hein. Peut-être trop impressionnant, en termes de taille. Enfin, c'est surtout la taille. Moi, je me souviens de la taille des livres. Puis plus les livres sortaient, plus les livres étaient gros. La Coupe de Feu. C'est vrai que ça peut... Oui. Surtout, moi, je me suis fait offrir, un mois plus tard, je me suis fait offrir le coffret avec les 4 premiers tomes qui étaient sortis. Et c'est vrai qu'en voyant le 4, tu dis... Bon, ouais, j'avais envie de ça pour Noël, mais est-ce que je vais les lire ? Et en vérité, un mois plus tard, j'avais tout lu, quoi. Incroyable. La magie d'Harry Potter. Après, aujourd'hui, j'ai pas mal de collègues dans mon entourage qui ont des jeunes enfants et qui leur font la lecture. Et je trouve que c'est sympa. Parce que pour eux, ça leur évite de s'attaquer à quelque chose de trop important. Et en même temps, ça leur permet de mettre un pied dans l'univers et ils sont demandeurs à un rythme qui est tout à fait le leur pour la lecture. Mais quelques pages tous les soirs, ça permet de se plonger dans l'univers en douceur. Totalement. Et sinon, Pamela, par rapport à notre podcast, est-ce que tu te rappelles à peu près quand est-ce que tu l'as découvert, quand est-ce que tu t'es mis à l'écouter ? Et puis, c'est quoi un peu ta routine pour l'écouter ? Je sais pas si tu as une routine. Dis-nous tout. Alors, je me souviens très très bien et je sais que c'est quelque chose qui est sorti plusieurs fois, mais c'est vraiment le confinement, le tout premier confinement. Merci le Covid. Point de départ. Et oui. C'est bien la seule chose pour laquelle on peut remercier, mais c'est vrai que ça a été tellement une période compliquée où tout s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. On sortait presque plus de chez nous. C'est vrai que on était assez limité en interaction sociale, quelle qu'elle soit. Et finalement, ça a été un temps où on pouvait prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se poser un petit peu et puis pour faire des choses qui nous font du bien ou qui nous font plaisir. Et je sais pas, c'est naturellement que je me suis tournée un petit peu vers les podcasts. Et d'ailleurs, ça a été plutôt une première, parce que j'en écoutais pas vraiment avant. Et je me suis dit autant allier la passion à l'utile. Et c'est comme ça que j'ai découvert, en tapant, je crois, Harry Potter peut-être sur Spotify. Voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé le podcast. Et j'ai un peu rattrapé les épisodes. Je suis pas arrivée au tout début. Et j'en avais tellement pas assez entre la sortie des épisodes que j'ai même un petit peu bifurqué sur le podcast. Donc voilà, c'est pour dire... Enfin, un petit détour
dans les un petit archives détour du en podcast. attendant. C'est ça. En attendant la sortie des épisodes après, quand j'avais rattrapé mon retard. Et tu nous écoutes, je sais pas, dans la voiture ou je sais pas si tu as des petites habitudes. Alors, je vous écoute, j'avoue que j'ai pas tellement de patience. En général, le samedi matin, où Direct. l'épisode est sorti, je le mets direct. Alors, j'en profite pour faire quelque chose à côté, cuisiner ou dessiner ou faire une activité un peu calme, un temps calme le samedi matin, mais c'est mon petit plaisir tous les 15 jours. Mais j'attends pas, je peux pas attendre. On est toujours Aucune impressionné au niveau patience. des statistiques, parce qu'on regarde toujours un peu les statistiques quand on sort un épisode. Et il y a beaucoup de gens comme toi, enfin, il y a vraiment beaucoup de gens qui l'écoutent direct, ou en tout cas dans la matinée, les heures qui suivent la sortie. Et toujours, on est là, bon, bah, les gens ils continuent de nous écouter, c'est un bon indicateur pour nous, donc merci à tous ceux qui le Oui, font. c'est super. Mhm. Alors justement, tu as un moment favori pour nous écouter. Et est-ce que tu as un livre, un film, un personnage et une maison de Poudlard favori? Oui. Alors, pour le livre que je préfère, et de loin devant tous les autres, Oh, c'est L'Ordre du Phénix. Mhm. C'est vraiment celui qui a ma préférence. Et je suis toujours un peu frustrée, et je sais que je ne suis pas la seule, de l'adaptation au cinéma. C'est un des seuls où je suis à chaque fois un petit peu déçue en le regardant. Il manque tellement de choses, il est tellement riche comme tome ouais. que c'est vraiment celui que je préfère lire et relire. Voilà, c'est mon livre préféré. Pour le film, par contre, c'est La Coupe de Feu. Je sais que ça Ah. fait pas toujours l'unanimité. Mhm. Ouais. Ouais, c'est pas le film préféré, mais c'est celui-là, ouais, c'est celui que moi j'aime bien regarder, que je peux regarder plusieurs fois sans problème, et même indépendamment des autres. Je trouve que ça change ce tournoi des trois sorciers. Voilà, ça change un petit peu. Ça redessine l'année scolaire à Poudlard et j'aime bien ce basculement qu'il y a Ça en fait un entre beau film d'action. oui, entre le prisonnier d'Azkaban qui est pourtant un très bon et un très beau film. C'est vrai que La Coupe de Feu, on passe un petit peu dans l'action et on va arriver dans la partie plus obscure de la saga et j'aime bien cette transition. Pour le personnage, je vais sortir un peu des sentiers battus. J'ai une préférence pour Hermione, évidemment, mais je dirais que il y a beaucoup de personnages que j'aime bien dans la saga et il y en a une en particulier qui m'a toujours touchée, tant dans les livres que dans les films, c'est Molly Weasley. Ok. Elle a ce quelque chose un peu comme la saga, de rassurant, de cosy, un point de repère dans la tempête, quelqu'un qui porte à bout de bras sa famille et qu'en fait un espace de bienveillance. Et voilà, c'est un personnage qui est tout à fait adapté, qui a été tout à fait adapté dans les films. Et je trouve que c'est vraiment un personnage qui me touche beaucoup et que j'apprécie. Et ta maison de Poudlard? Et ma maison de Poudlard, alors c'est la maison Poufsouffle. Et Ok. ça a toujours été, j'ai jamais dérogé. Je sais que les choses peuvent changer au fur et à mesure qu'on évolue avec la saga, mais peut-être que d'y être arrivé assez tard finalement, à un âge assez avancé, fait que je me suis identifiée tout de suite à la maison qui me correspond toujours aujourd'hui, mais même en tant qu'adulte. Et j'ai jamais dérogé. Ça a toujours été Poufsouffle. Même quand Poufsouffle était pas du tout à la mode avant et Pas du que tout. tout le monde se moquait de Poufsouffle, toi tu Mm. revendiquais que t'étais C'est une vrai. Poufsouffle. Et si c'est pas C'est ça. indiscret, quel caractère chez toi te fait sentir, appartenir à cette maison? Je dirais la justice en premier. Et si je devais en donner un deuxième, la gentillesse. Je trouve que ces deux traits de caractère qui ressortent assez facilement finalement dans mon quotidien et auxquels je suis très attachée. Autant pour moi que pour les autres et pour ceux qui font partie de ma vie et qui comptent pour moi. C'est vraiment, je suis allergique à l'injustice, donc c'est quelque chose de totalement insupportable pour moi. Et la gentillesse et la bienveillance, voilà, sont deux choses qui sont très importantes à mes yeux. D'accord. Ah bah Très faudra bonne qu'on te qualité. réinvite
Par exemple, pour l'Ordre du Phénix, le procès de Harry, par exemple, des gros moments d'injustice. Faudrait qu'on réinvite Pamela. Je pense qu'il y a des moments qui doivent bien t'agacer dans Harry Potter. C'est ça. Je sais pas si c'est une très bonne idée. C'est pas toujours très juste ce qui se passe. Non, pas toujours. Oui. Un peu comme dans le monde dans lequel on vit. Finalement, il y a pas tellement de différence. L'injustice, c'est quelque chose... Oui, malheureusement. Ouais. L'injustice, c'est quelque chose sur lequel il faudrait pas mal travailler. Oui. Alors, nous allons passer au résumé du chapitre, qui est court, donc qui va être très digeste, malheureusement. Tu es tombé sur un chapitre assez court, Pamela, mais on va faire en sorte, grâce à Wiki Harry Potter, ça y est, c'est mon nouveau surnom, ça. De faire durer ces moments. Je suis loin d'avoir toutes les connaissances du Wiki Harry Potter. Hein. Oui, ça, je vais beaucoup sur le Wiki Harry Potter. Mais si on continue à faire toute la saga, tu vas engranger énormément de connaissances. Ouais. Bah toi aussi. Tous, en fait. Tout le monde. Tous ensemble. Oh, c'est mignon, tous ensemble. C'est très pouf-souffle, ça, je trouve. Ah. Harry Potter et la coupe de feu. Chapitre 2. La cicatrice. Nous nous sommes déjà tous réveillés d'un cauchemar particulièrement réaliste, avec la sensation d'avoir échappé à quelque chose de terrible. C'est ce qu'il arrive à Harry. À son réveil, sa cicatrice le brûle tellement qu'il a l'impression qu'on lui a appliqué sur la peau un fil de fer chauffé au rouge. À tel point qu'en se levant de son lit, il va se fixer devant son miroir. Mais non, la cicatrice, malgré le fait qu'elle reste brûlante, paraît tout à fait normale. Harry essaye de se rappeler ce cauchemar qui l'a mis dans cet état. Il se souvient d'une pièce sombre, d'un serpent sur un tapis, le tapis qui était devant une cheminée, et un certain Peter qui se faisait appeler Queue de Verre, mais surtout une voix glaciale, la voix de Voldemort. Mais qu'en est-il de son apparence ? Il se souvient juste du moment où le fauteuil a pivoté vers lui, où il était censé se trouver le mage noir, et en fait, au moment où il devait voir l'apparence de Voldemort, c'est la vision de cette chose, de ce corps qui a réveillé Harry. Enfin, sûrement ça, mais c'est peut-être tout simplement aussi la douleur de sa cicatrice. Je me demande, dans ce passage, si on a l'impression quand même que Harry il a vécu ce rêve en tant que spectateur, un peu comme nous en tant que lecteur, en fait. Alors qu'on verra plus tard que, en fait, si Harry fait ses rêves, s'il a cette connexion avec Voldemort, c'est parce que ils sont connectés par leur crux, etc. Et que Harry voit à travers le point de vue de Voldemort. En fait, tout l'Ordre du Phénix est construit comme ça. Alors que là, on a l'impression qu'il a vu ça un peu comme un spectateur. Comme un spectateur. C'est étonnant quand même. Parce que normalement, il aurait été censé vivre le truc à travers le point de vue de Voldemort, à travers le point de vue de la chose sur la chaise. Et pas, tu vois ce que je veux dire ? Et pas omniscient. Après, ça se matérialise peut-être comme un cauchemar, surtout des sortes de visions. En fait, c'est la première fois surtout. Je me suis demandé si c'était ce cauchemar, c'était le prémisse de la connexion de leurs pensées, et si on avait déjà eu, dans les chapitres précédents, si on avait déjà eu cette impression de prémisse de connexion. En fait, Harry, il a mal à sa cicatrice. Donc, en fait, c'est pas la première fois qu'il a mal à sa cicatrice. Ça arrive dès le début. Par contre, sauf erreur de ma part, c'est la première réelle vision qu'il a. Et c'est pour ça qu'il va se demander après, est-ce que ça veut dire que... et puis la douleur est vraiment intense, quoi. Et c'est pour ça qu'après, il va se dire, il va faire la connexion avec ce qu'il a vécu avant, que généralement, quand il avait mal, c'est que... par exemple, ça voulait dire que Voldemort était derrière la tête de Quirrell et qu'ils étaient tous les deux dans la même pièce. Donc ça veut dire qu'il était proche de lui. Et donc il se demande, mais attends, est-ce que Voldemort, il est à privé de drive ? Mais sinon, non, la vision, c'est la première fois, hein, si je me trompe pas. Je suis en train de réfléchir. C'est parce qu'en fait, on a vu... le problème, c'est qu'on a vu l'Ordre du Phénix vendredi soir. Ah oui, tout l'Ordre du Phénix est fait comme ça. Et donc, du coup, je suis en train de me mélanger les pinceaux avec la coupe de feu, en fait. Ouais. J'ai réfléchi longtemps. Je me suis longtemps demandé si c'était... si on abordait le sujet vraiment de cette connexion avant, ou si là, c'était ce chapitre-là qu'il abordait, même si aujourd'hui, on sait... Nous, on n'est pas censé savoir ce que ça va être après, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait eu ça avant. Non, puis ça prendra pas énormément de place dans la coupe de feu. Donc oui, c'est bien les prémices de tout ce qui fera l'intrigue de l'Ordre du Phénix, en tout cas par rapport à la connexion entre Harry et Voldemort.
Mais là, ça se matérialise de façon différente quand même, parce que Harry vit pas le truc à travers Voldemort. Il a l'air de l'avoir vécu comme un cauchemar un peu flou, si bien qu'il n'arrive pas à se rappeler de tous les détails. Et dans cette pièce aussi, très sombre, il y avait ce vieil homme. Mais plus le temps passe, plus les souvenirs de ce cauchemar s'effacent. Ils ont évoqué le meurtre de quelqu'un, ok, mais qui? Il ne sait même plus. Et puis il projetait de le tuer, lui, Harry. Le jeune sorcier regarde dans sa chambre en se préparant à voir quelque chose d'inhabituel. Mais la pièce est remplie de choses ordinaires pour un sorcier de 4e année. Un chaudron, un balai, des robes de sorcier et la cage d'Edwige vide, sûrement en train de chasser. Harry ramasse le livre qu'il a lu la veille avant de s'endormir. Malgré l'effort de s'intéresser au sorcier marquant un but extraordinaire, rien ne peut le distraire de ce qu'il vient de vivre. Surtout que la fois précédente où il a eu autant mal à sa cicatrice, c'est quand le mage noir était à proximité. Mais non, c'est tellement fou de penser que Voldemort puisse se cacher dans cette petite rue de banlieue résidentielle si calme. Et justement, dans cette petite maison typique de banlieue anglaise, il n'y a que les Dursley, les seuls membres de la famille d'Harry encore vivants. Cette famille de moldus allergiques à toute magie, si bien qu'Harry ne peut se confier sur ce qu'il vit à Poudlard, cette école dont il attend la rentrée avec impatience. À ce moment-là, il y a une phrase dans le texte, c'est quand même écrit « C'était quand il dormait que Harry aimait le mieux les Dursley. » C'est horrible. J'aime bien. Ça en dit long. Ouais, ça en dit long, j'aime bien cette phrase. Une simple phrase. Bon, la particularité de chapitre et de tout ce que vient de raconter Marina, c'est qu'il y a tout un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les précédents livres. Bah, forcément, tu as évacué un peu ces passages-là parce que ça nous intéresse moyen. Mais j'ai été regardé pour vérifier, mais c'est la dernière fois vraiment que J.K. Rowling fait ça, de faire le récap un peu, parce que on revient quand même sur le fait que Voldemort a tué James Lily, vraiment la base de l'histoire en fait. Mais voilà, donc elle le fait sur le 2, elle le fait sur le 3, elle le fait sur le 4, mais elle s'arrêtera de le faire pour le 5. Je pense que c'est normal parce que peut-être que elle, en tant qu'autrice, et peut-être que son éditeur aussi, a considéré qu'à partir de l'Ordre du Phénix, les lecteurs connaissaient l'histoire, il n'y avait plus besoin de faire Previously on Harry Potter, et qu'elle pouvait embrayer direct avec l'histoire. Dans 2 semaines, Harry retournerait enfin à Poudlard. En posant son regard sur les cartes d'anniversaire que Ron et Hermione lui avaient envoyées cet été, il s'imagine leur réaction si jamais il leur envoyait un hibou pour leur signaler que sa cicatrice lui fait mal à nouveau. Il imagine d'abord une Hermione paniquée qui lui conseillerait d'en parler à Dumbledore tout en cherchant une explication dans un livre en attendant. Sauf que Harry juge hautement improbable qu'une explication puisse se trouver dans un livre, car personne avant lui n'avait jamais survécu à un sortilège de mort. Alors ça m'a fait revenir un peu à un thème qu'on a forcément déjà abordé, mais c'est la question du sacrifice et de l'amour comme pouvoir magique, parce que donc là c'est bien dit noir sur blanc que Harry c'est la seule personne qui a survécu à l'Avada Kedavra parce que sa mère s'est sacrifiée pour lui. Mais du coup, ça veut bien dire que ça concerne uniquement la filiation mère-enfant, cette protection magique. Parce qu'on peut quand même s'imaginer qu'il y a déjà beaucoup de sorciers qui se sont sacrifiés pour des amis, des proches ou des membres de leur famille dans la première guerre des sorciers. Et pourtant, ça n'a pas empêché que ils n'ont pas réussi à les sauver par la magie. Donc pour moi, on a encore une nouvelle preuve que ce qui a fonctionné avec Lily Potter, ça a fonctionné parce que ça ne fonctionne qu'entre une mère et son enfant. Je sais pas, mais... Oui, mais il y a sûrement d'autres mères qui se sont sacrifiées pour leur enfant. D'après Harry, pas forcément. Je me disais que peut-être la protection de Lily, elle avait si bien fonctionné pour protéger Harry. Peut-être que ça tenait aussi à la personnalité même qu'elle avait et à toute cette bonté qu'elle avait en elle, cette gentillesse, cette bienveillance. Peut-être que ça a fait aussi la différence. Peut-être que toutes les mères pourraient pas protéger leur enfant comme elle l'a fait. Ouais, c'est possible. Je pensais aussi, pour tenter d'expliquer que c'est un cas unique dans le monde de la magie, peut-être que aussi ce qui est particulier dans cette situation-là, c'est que Voldemort ne voulait pas tuer Lily, en fait. C'est-à-dire qu'il lui a même demandé de se pousser, parce que en fait, il est venu pour le bébé Harry, il n'était pas venu pour elle. Et en fait, elle a dit non, tu me tues d'abord, en fait, si tu veux tuer mon bébé. Et c'est là où je me dis peut-être que dans une guerre,
oui, il y a des morts, oui, il y a des proches qui se sacrifient, mais peut-être que ça n'arrive pas à ce genre de cas de figure où quelqu'un vient pour tuer une personne en particulier. Non, c'est la guerre, ça part dans tous les sens. Quand il y a des combats et qu'il y a plusieurs personnes impliquées, ce type de situation ne peut pas arriver. Alors que là, Voldemort, il est venu pour assassiner une personne en particulier. Et c'est pour ça que ça a fonctionné, je sais pas. Mais on voit bien, par exemple, ça a fonctionné pour Lily, mais ça n'a pas fonctionné pour James. Alors que James, c'est exactement ce qu'il a fait. Hein. Il a dit à Lily d'aller dans la chambre de Harry pour protéger le bébé, et puis en attendant, il est mort. Donc pour moi, il s'est aussi sacrifié pour son enfant. Donc, mais là, ce qui a fonctionné, c'est Lily, c'est pas James. J'ai l'impression que ça marche quand même qu'entre une mère et son enfant. Après, c'est pour les biens de l'histoire aussi. Aussi, oui. Évidemment. Quant à Dumbledore, à cette pensée, Harry se met à l'imaginer passer ses vacances d'été à la plage, de la crème solaire sur son nez. Et même si Hedwig serait capable de le trouver peu importe où il se trouve, Harry s'imagine mal comment lui écrire et décrire ce qui lui est arrivé. La vraie question, c'est est-ce que Dumbledore prend des vacances parfois? Je ne sais pas si ça arrive. Encore, Dumbledore, il est tellement loufoque, je peux l'imaginer, mais j'aurais du mal à imaginer, par exemple, McGonagall sur une plage. Et Dumbledore, t'arrives à l'imaginer? Ouais. Mais McGonagall, non. Ah, moi, l'un comme l'autre, j'ai du mal. Ouais, je suis un peu d'accord. Mais l'image est belle hein, de Dumbledore qui se met de la crème solaire sur son nez. J'aime beaucoup. Ça fait penser à... Il y a une scène comme ça dans Sweeney Todd de Tim Burton où on les voit à la plage et ça colle pas par rapport à leur image gothique burtonienne. Donc j'imagine un peu une scène comme ça. Vient autour de Ron et Harry l'imagine précisément en train de se demander anxieusement si cela veut dire que Voldemort est à proximité et qu'il cherche à le tuer, et qu'il va en parler à son père pour être sûr. Et si Ron a bel et bien cette réaction, Harry se dit qu'il n'a pas vraiment envie que toute la famille Weasley soit au courant pour sa cicatrice, surtout Madame Weasley qui se ferait beaucoup de soucis. D'autant qu'il devrait bientôt les rejoindre au terrier, Ron lui ayant promis de l'inviter pour la Coupe du Monde de Quidditch cet été. Non, la personne à qui Harry aurait besoin d'en parler, ça serait tout simplement un parent. Et c'est là que la révélation se fait dans l'esprit de Harry. Il a un parent désormais qui coche toutes les aptitudes nécessaires, Sirius Black. C'est touchant, je trouve, ce moment où Harry, il oublie qu'il a un parrain parce que ça fait que 2 mois qu'il a un parrain. Parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir de famille, quoi. Donc je trouve ça touchant, je sais pas vous. Oui, c'est vrai. La relation Sirius et Harry, elle est très touchante. Notamment, on l'a vu dans l'Ordre du Phénix, il n'y a pas si longtemps. Que c'est une relation très touchante et pourtant ils se voient pas beaucoup, mais le peu de fois où ils se voient, il y a un vrai lien en fait, un véritable amour. Puis là, c'est vraiment les tout débuts parce que Sirius s'est échappé quelques semaines plus tôt et il a reçu quelques courriers de sa part, Harry, mais il a pas ce réflexe de se dire en fait, il fait partie de ma famille, je peux lui écrire. C'est là et c'est en se disant tiens, j'aurais bien besoin d'un parent à qui parler, qui se rappelle de Sirius. Enfin, je trouve ça beau en fait. La raison pour laquelle Harry n'avait pas connaissance de l'existence de son parrain jusqu'alors, c'est parce que Sirius avait été emprisonné à Azkaban avant de s'y échapper l'année dernière. Croyant comme tout le monde que Black était un dangereux mange-mort, ayant trahi ses parents en plus de ça, Harry avait finalement appris qu'il était innocent et que le traître n'était nul autre que Cudver. Après la découverte de la vérité, Sirius a finalement dû s'échapper en clandestin à nouveau, si bien que la vérité n'était connue que par très peu de monde, dont Dumbledore. Et cela a malheureusement empêché Harry d'aller vivre chez son parrain, comme il lui avait proposé, mais ça n'a pas empêché par ailleurs le traître Cudver de prendre la fuite. Voilà, là on arrive au terme du résumé du tome 3, après avoir résumé l'histoire depuis le début. Et puis comme je dis, je trouve que ça va, je trouve que c'est fait de façon... réfléchi en fait pour que le lecteur se raccroche les wagons, etc. C'est pas trop lourd dans le texte, je trouve. Mais elle a oublié que certains fans étaient consciencieux parce que pour ma part, avant la sortie d'un bouquin, je relisais tout. Je crois que c'est à partir de l'Ordre du Phénix où j'attendais les sorties. Et quand la sortie approchait, je relisais les 4 premiers, tu vois, pour bien avoir tout en tête, les détails et raccrocher à l'histoire. Ça fait double rappel. Voilà, c'est ça. Tu n'avais pas besoin de ces petits rappels. Vous faisiez pas ça, vous ? Oui, quand le 5 est sorti, je me souviens pas si j'avais relu en fait les livres. C'est un peu loin dans ma mémoire. Pour le 6, je pense que j'avais fait une relecture complète, oui. Et pour le 7, évidemment. Mais peut-être pour le 5, non. Et c'est dommage, c'est celui-là où il n'y a pas de rappel. Mais je pense que j'avais suffisamment l'histoire bien en tête déjà.
Et puis je pense que c'est pratique aussi parce que on a eu déjà des auditeurs qui nous ont dit qu'ils avaient découvert par les livres et qu'ils n'avaient pas commencé par le premier. Et notamment, je pense qu'encore avec la coupe de feu, tu peux commencer la coupe de feu et quand même comprendre ce qui se passe. En tout cas, en général. Oui, en général, sans les détails. Ouais. Bah oui, parce qu'évidemment, il te manque plein de détails. Et c'est peut-être ce que J.K. Rowling s'est dit, et peut-être ce que son éditeur s'est dit aussi, que ça serait bien qu'un jeune lecteur puisse prendre au hasard le 2, le 3 ou le 4 et quand même piger l'histoire en général. Bon, même si Harry n'a pas pu rejoindre Sirius pendant l'été, reste que c'est grâce à lui que Harry peut désormais conserver dans sa chambre tout son matériel scolaire, habituellement enfermé dans le placard à balai. En effet, les Dursley sont beaucoup plus dociles depuis qu'ils ont appris que Harry était en contact avec un parrain qui est un criminel recherché. Évidemment, Harry ne s'est pas pris la peine de leur préciser qu'il était innocent. Alors moi je dis, c'est pas de Sirius que les Dursley devraient avoir peur, mais des services sociaux, quand même. Plutôt oui. Il faut un parrain criminel pour que les Dursley daignent un peu respecter la vie de Harry. C'est quand même grave, quoi. Puis c'est pas grand-chose. Hein. Enfin, là, on parle de Harry qui a ses affaires d'école dans sa chambre. Qui avant était dans un placard à balai, mais le placard à balai qui servait de chambre à Harry. En plus. Petite précision. C'est là que tu vois que Harry n'est pas un ado comme les autres. Hein. Lui, tout ce qu'il veut, c'est savoir ses affaires de classe dans sa chambre. La plupart des ados, ils s'en fichent. Mais lui, c'est tout ce qu'il demande. Bon, il l'a obtenu grâce à Sirius. Depuis le début des vacances, d'ailleurs, Sirius lui avait envoyé 2 hiboux par de grands oiseaux tropicaux qu'Edwige avait eu du mal à tolérer dans son territoire. Edwige, c'est Weasley un peu, en fait, dans son comportement. Weasley, notre chat, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est un truc qu'elle pourrait faire. Harry, lui, il se disait qu'au moins Sirius devait profiter de la vie au chaud dans de beaux paysages et loin des détraqueurs. Du coup, j'imagine Sirius aussi à la plage avec Dumbledore, ensemble à Honolulu. Avec un petit cocktail, avec un petit parapluie. En vrai, ça se trouve, Sirius, il vit sa meilleure vie. Hein. Je suis pas sûre. Je pense qu'il est plutôt dans une grotte à manger des rats avec Buck, le pauvre. Je sais pas. Ah, il est dit quand même que les hiboux, que c'est pas des hiboux, que c'est des oiseaux tropicaux. Oui, c'est vrai. On sait pas où Sirius il est allé. Hein. Mais pourtant, j'ai du mal à l'imaginer fuir trop loin d'Harry. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, surtout qu'on va apprendre plus tard dans la coupe de feu qu'il se rapproche de Harry, justement, avec tout ce qui lui arrive. Est-ce qu'il s'est pas éloigné et qu'après il s'est rapproché ou est-ce qu'il a pas chopé des oiseaux tropicaux je ne sais où en Angleterre et c'est pour tromper les pistes si jamais il se fait choper. D'ailleurs, il est dit que Harry, il se dit que c'est bien, enfin, si Sirius il est au chaud dans les tropiques, parce que du coup les détraqueurs, ils seraient loin des détraqueurs. Et là, je me suis demandé, est-ce que les détraqueurs ils sont allergiques au soleil et à la chaleur ? Bah non, c'est pas ça, c'est juste que les détraqueurs, ils sont simplement à Azkaban. Ils sont pas dans le monde entier. Bah, ils peuvent se déplacer un peu partout en Grande-Bretagne, ça c'est sûr. Parce que, par exemple, Harry et Dudley vont se faire attaquer à Private Drive, donc ils vont quitter le ministère. Bon, c'est pas très loin, tu me diras. C'est pas une exception anglaise, un peu Les détraqueurs ? Les détraqueurs ? Ouais. Tu penses qu'ils sont, comment dire... Qui peuvent voyager dans le monde ? Pas voyager, mais un peu reproduits partout. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est un peu une exception anglaise, c'est des trackers. Peut-être qu'ils peuvent pas sortir de l'île de Grande-Bretagne, ouais. Peut-être que c'est même interdit dans certains pays, l'entrée des détraqueurs sur le territoire ou l'usage de détraqueurs. On les voit pas tellement évoluer dans un environnement lumineux. Ouais, en plus, ouais. Avec la chaleur. Ils sont plutôt dans le côté sombre. La part obscure, c'est vrai que ça colle pas tellement avec les personnages. Ouais, c'est vrai qu'on les voit se déplacer dans un quartier résidentiel pas très loin de Londres. Le ministère les envoie à Poudlard. Bon, c'est quand même à l'autre bout du pays, hein, entre Londres et l'Écosse. Oui, ça reste la Grande-Bretagne. Enfin, le continent. Oui, ça se trouve, ils sont limités. Ça se trouve, ils peuvent même pas traverser l'eau, en fait. Ce qui expliquerait que, en fait, ils peuvent se déplacer qu'en Grande-Bretagne et nulle part ailleurs. Et peut-être aussi que dans d'autres endroits du monde, il y a d'autres créatures similaires, en fait, qui... Que les détraqueurs, c'est purement à la Grande-Bretagne. Ouais, c'est ça. J'imagine bien des détraqueurs
en classe business, prendre l'avion et tout. J'ai des images en tête. Là, c'est le chapitre des images. Fanfiction, attention. Après, partout où il passe, ça crée Je pense que ça a créé un temps de pluie, un temps orageux, très froid. Petit conseil, ne prenez pas un vol en avion avec des détraqueurs. Ça risque d'être mouvementé. Je pense que l'avion crache. Très mauvaise idée. Ou ne décolle jamais même. Le jour commence à se lever et les Dursley se réveillent peu à peu lorsque Harry finit sa lettre pour Sirius. Dedans, il lui raconte que le régime de Dudley se passe mal et qu'il s'est fait récemment surprendre en train de ramener des beignets en douce dans sa chambre. Et par colère, il a même jeté sa PlayStation par la fenêtre. Alors, dans ce passage-là, il y a une petite erreur. Est-ce que vous savez laquelle ? La PlayStation, c'est anachronique, peut-être ? Non ? Oui, je suis déçu que tu aies trouvé direct, mais oui. Ouais, on en a déjà parlé, je pense. Non. Non, on n'en a pas déjà parlé ? Non. Donc, tu me sous-estimes. Effectivement. Donc oui, comme tu l'as dit, Marina, c'est une erreur anachronique parce que la PlayStation 1 elle est sortie le 3 décembre 1994 au Japon et l'action se déroule au mois d'août 94. Donc c'est pas une grosse erreur, hein, c'est une erreur de quelques mois, mais c'est quand même pas possible, quoi. Voilà, petite erreur de J.K. Rowling. Et d'ailleurs, au passage, le jeu qu'elle cite, le jeu de Dudley, Méga Mutilation 3, ça n'existe pas. Hein. C'est une invention complète de sa part. Je pense qu'elle s'est dit, c'est à quel type de jeu pourrait jouer Dudley Mais elle l'a créé en quelle année, La Coupe de Feu ? Il a été publié en 2000. Ok. Ouais. Après, je pense qu'elle s'est pas souciée de ce détail. Dans sa lettre, Harry explique aussi que les Dursley sont morts de peur que Sirius vienne un jour les transformer en chauve-souris, donc ils se comportent plutôt bien en ce moment. Puis Harry lui explique dans sa lettre que sa cicatrice lui fait mal à nouveau et il lui demande si c'est parce que Voldemort se trouve à proximité ou bien si cela peut avoir une autre signification. Pour ne pas trop l'inquiéter, Harry ne fait pas mention du rêve. Là, je me dis c'est un peu dommage qu'il fasse pas mention du rêve parce que c'est un peu la clé en fait, non ? Pour qu'Harry il ait une... C'était sûrement plus important que le régime de Dudley. Oui. Après, il veut peut-être une réponse pour le rassurer un peu, sans pour autant provoquer une grosse inquiétude chez Sirius, et qu'il vienne immédiatement le voir, et il veut protéger Sirius en ne donnant pas trop de détails, je pense. Oui, je pense qu'au fond de sa pensée, Harry, c'est... Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça aussi peut-être qu'il parle du régime de Dudley, c'est histoire de pas trop écrire comment dire, inquiétante. Ouais, une lettre inquiétante ou juste avec une question, j'ai trop mal à ma cicatrice, voilà, pour pas le faire paniquer, ouais. Harry se lève, s'habille, puis il descend prendre son petit déjeuner. Merci pour le chapitre, Jérémy. Merci, Marina. Et merci, Pamela. Merci à vous. Et merci à Bob le bricoleur du dimanche. Si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est Bob le bricoleur. Voilà. On a un voisin qui, à partir de dimanche 17h, s'est dit « Tiens, si je faisais des trous dans le mur, ça serait bien, non ? Faites ça chez vous, c'est bien. » Après, j'espère que c'est simplement Bob le bricoleur et pas Jeffrey Dahmer. Ça fait 2 fois qu'on parle de Dahmer dans Fréquence Top 3 quarts. En même temps, tout le monde parle de Dahmer. Ça a choqué tout le monde. Allez, sur ce, nous allons passer au renommage du chapitre. Alors Pamela, est-ce que tu as pu te prêter au jeu du renommage de chapitre ? J'ai essayé. J'ai trouvé quelque chose. J'étais un peu inspirée, pas trop, mais un petit peu. Alors, je fais dans les règles de l'art. Alors, Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 2, Confusion nocturne. Je sais que certains auront la référence, mais je me demande si ça n'a pas déjà été évoqué. Ça me dit quelque chose. En fait, t'avais renommé Marina. Dans Azkaban. Ouais. Je crois. Mais par contre, pas avec confusion. Ouais, confusion, c'est très bien. Bravo. Ouais. Et toi, Jérémy ? Moi, c'est beaucoup moins drôle, beaucoup moins inspiré, beaucoup moins tout. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 2, Réveil douloureux. Ok. Moi, c'est encore moins inspiré. Ah, c'est bien. Donc, on va du mieux au moins bien. Harry Potter et la Coupe de Feu, chapitre 2,
Previously on Harry Potter. Pour dire que je t'ai vraiment pas inspirée. C'est vrai. Bravo Pamela pour ton chapitre, c'était le meilleur de tous. Oui, clairement. Merci. Haut la main. Alors là, c'est un peu dur, je sais pas si on le fait ou pas. Un meilleur personnage dans le chapitre, parce que là c'est un chapitre récapitulatif. Est-ce que quelqu'un se démarque quand même pour vous? C'est pas facile. Bon, j'ai pris Sirius pour la figure parentale de Harry et même si pour l'instant ça débute à peine, je trouve que ça fait un petit lien dans le chapitre entre les deux et voilà, c'est ce que je voulais mettre en avant comme personnage dans ce chapitre-là, même s'il n'est pas physiquement présent. Ok, très bien. Et toi, Jérémy? Ouais, j'avoue que c'est pas évident parce que c'est un chapitre court, introductif et tout ça. Moi, je prendrais un personnage fictionnel, en fait. Le fameux Dumbledore en mode plage. Même si c'est dans l'imagination de Harry, puis dans la nôtre, je trouve que l'image est géniale. Donc, ça serait Dumbledore Coconut Beach style. Et toi, Marina? Coconut Beach. Alors moi, ça serait Madame Fig qui sauve Harry et Dursley des détraqueurs. Ah non, mince, on est dans la coupe de feu. C'est pas Lord du Phénix. Attends, en plus là, t'es en train de dire un truc que les auditeurs comprennent pas parce que c'est monté. Je vais vous expliquer, parce que le passage précédent a été coupé lors du résumé du chapitre. C'est que Jérémy et moi, nous avons été voir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Nous enregistrons dimanche et nous avons été le voir vendredi soir. Et en faisant le résumé du chapitre de la coupe de feu, je me suis emmêlé les pinceaux avec l'Ordre du Phénix, film que nous venons de voir. Et du coup, ça a donné un grand n'importe quoi. Donc voilà. Donc j'ai continué ma joke. Voilà. Attends, du coup, je sais plus, c'est qui ton personnage préféré? Bah, du coup. Ah, Madame Fig. Ah oui, d'accord. Mais okay. oui, pour l'Ordre du Phénix. Oui, mais du coup, ça. On va être tous perdus à la fin. Non, mais là, c'est vrai que personne ne se détache vraiment, quoi. Bah, il y a que Harry comme réel personnage. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'on peut passer à la volière. Et nous allons passer au premier hibou sonore qui a été envoyé par Justine. Alors il est un tout petit peu coupé pour les besoins de la rubrique. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Je viens de finir d'écouter votre dernier épisode. Donc ma question est, est-ce que vous avez des unpopular opinions à propos de Harry Potter ? Effectivement, moi je dirais que ma principale c'est que je trouve que Ginny est un personnage alors justement pas assez central à mon goût dans l'histoire, parce que je trouve que c'est une figure féminine qui est très forte et qui mériterait plus de développement, alors plus de développement dans le livre mais surtout beaucoup plus dans le film. Et c'est vrai que c'est un personnage qui, dans la culture un peu plus générale et pas seulement dans les fans d'Harry Potter, est souvent mis de côté et très peu apprécié. Et voilà, je voudrais qu'on lui rende sa juste valeur. Et je sais que vous, par exemple, vous n'êtes pas de l'avis que Rogue est au final un personnage absolument positif et exempt de tout tort. Et donc, est-ce que vous avez d'autres opinions de ce type qui s'écartent un peu des sentiers battus? Voilà, merci d'avoir écouté mon vocal. Et puis, j'ai très hâte de vous écouter de nouveau. Et puis, je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Bisous! Merci Justine, j'allais dire Justine. Merci Justine pour ton hibou. Alors, est-ce qu'on a des unpopular opinions? Ma vie est une unpopular opinion. Alors, concernant Harry Potter, ouais, j'en ai quelques-unes. Avant de commencer, je vais demander à Pamela si tu en as. Oh, c'est super difficile. Et en plus de réfléchi, dire, en plus, est-ce que c'est vraiment une unpopular opinion? Oui, il y a ça aussi. Alors, par exemple, j'en ai une. Je me lance. Emma Watson n'est pas une bonne actrice. Unpopular opinion ou pas? En plus, Pamela a dit dans sa présentation qu'elle adorait Hermione. Oh non. Moi, je suis pas d'accord. Bah oui. On va se prendre des mots après ce hibou. En fait, Justine, elle veut la fin du podcast, en fait. Avec sa question, elle veut nous descendre. C'est ça.
Je trouve que son jeu d'acteur est très exagéré dans Harry Potter. Et même dans ses... Alors, j'ai vu quelques-uns de ses autres films. Ça n'engage que moi. Les unpopular opinion, attention, c'est la vie personnelle et tout. Ne m'envoyez pas des hiboux rageux, s'il vous plaît. Je trouve que elle a le même jeu d'acteur partout, enfin d'actrice en l'occurrence. Et j'aime pas, en fait. Je trouve que c'est forcé. Voilà. Je me suis lancée en première. Allez, vas-y, Jérémy. Non, mais toi. pour aller un peu dans ton sens, en fait, moi, globalement, ma unpopular opinion, ça serait que de plus en plus, en fait, ma vision de certains personnages correspondent pas à leur interprétation au cinéma. Ce qui n'était pas vraiment le cas quand j'étais enfant et ado, parce que je mélangeais un peu les deux. Et maintenant que je prends toujours plaisir à voir les films, mais pour moi, il y a vraiment l'univers film et l'univers livre. Sur certains personnages, plus que d'autres. Et Hermione en fait partie. J'aime beaucoup l'Hermione des films. J'aime bien Emma Watson en Hermione. Mais quand je lis les livres, ma Hermione à moi, c'est pas du tout Emma Watson. Et je pense que, clairement, Emma Watson s'est approprié le personnage. Elle est pas comme dans le livre, en fait. Je sais pas, elle est toujours à l'affût. Elle est toujours dans l'attaque aussi. Ça correspond à son jeu d'actrice, en fait. Tout simplement. Ma Hermione à moi, elle est pas comme ça. Après, je dirais pas que Emma Watson est une mauvaise actrice. Je dirais juste que son jeu me correspond pas à l'Hermione que j'ai en tête. Voilà, après, c'est subjectif. Juste, c'est les unpopular opinion. Le jeu d'acteur et le jeu d'actrice, c'est vraiment subjectif. Ouais. C'est vrai que je n'accroche pas à son... Mauvaise actrice, c'est peut-être un peu trop jugé, mais en tout cas, je n'accroche pas à son jeu d'actrice. Ouais. D'ordre général. Mais par exemple, Hermione, en fait, je galère un peu à expliquer pourquoi Emma Watson ne correspond pas à l'image mentale que je me fais d'Hermione dans les livres. J'ai du mal à l'expliquer. Par contre, c'est plus clair pour moi dans le cas de Dumbledore, où vraiment Dumbledore, surtout à partir du 3, quand c'est Michael Gambon qui a repris le rôle. Pour moi, Michael Gambon n'est pas du tout le Dumbledore, mon Dumbledore à moi. Je n'aime pas me faire des amis. On a reçu Anthony récemment du podcast, mais Ginny, c'est pas du tout la Ginny que j'imagine, c'est pas du tout la Ginny des films. Et Luna, que j'adore, là, pour le coup, c'est peut-être une unpopular opinion, mais je suis pas très fan d'Evanna Lynch dans les films. Pour moi, Luna, quand je lis les livres, c'est pas Evanna Lynch que j'imagine. Et plus le temps passe, plus c'est ça, en fait. Mais ça n'enlève pas que j'aime bien les films, en fait. Oui. J'aime bien les voir, j'aime bien les revoir. J'adore les films. Je leur trouve plein de défauts, mais je les adore. Mais par contre, quand je lis les livres, pour moi, c'est un univers différent de plus en plus. Peut-être que quand on a commencé, quand on est arrivé dans l'univers Harry Potter par les livres, on est peut-être plus attaché à l'imaginaire qu'on s'en fait, le monde qu'on se dessine dans nos têtes. Et en fait, peut-être que la mise à l'écran et la sélection des acteurs par la suite est peut-être pas satisfaisante. Mais je pense que c'est moins marqué quand on a mélangé les livres et les films. Ouais. Enfin, je les ai pas mal enchaînés finalement. J'ai pas laissé tellement de... Il n'y a pas tellement d'écart entre le moment où j'ai lu les livres et regardé les films et j'assimile. En fait, c'est vrai qu'Hermione, dans ma tête, c'est tout de suite Emma Watson. J'ai pas tellement... je me suis pas créé une Hermione dans ma tête qui après m'a déçue à l'écran. Et peut-être que pour des gens qui ont fait comme ça, c'est peut-être moins flagrant. Ouais, mais comme tu disais, Marina, c'est ultra subjectif de toute façon. Surtout que toi, Pamela, t'adores Hermione, et pour toi, ça, c'est que l'Hermione des films, l'Hermione des livres se mélangent, en fait, et que tu dissocies pas l'une de l'autre. Et chacun sa sensibilité, ça, c'est clair. Et donc, est-ce que tu as trouvé une unpopular opinion, Pamela ? Ah non, je cherche encore. Non, je suis pas... C'est vrai que je regarde ça avec un œil... global, j'ai pas ciblé de choses qui me déplaisent. Et après, c'est plutôt de manière générale, il y a des adaptations qui sont pour moi un peu décevantes à l'écran, mais pour autant, ça reste de manière générale un univers que j'apprécie et j'arrive pas Après, ça peut à être un cibler, avis sur un personnage ou quelque chose comme ça. Par exemple, allez, je la lâche, cette unpopular opinion. Je vais me faire dézinguer, mais c'est pas grave. Je trouve que Ron n'est pas un très bon ami pour Harry. Ah oui, tu me l'avais dit ça. Alors pourquoi ? En fait, il y a deux situations qui vraiment m'énervent dans Harry Potter. Alors dans ces situations, j'ai tendance à oublier qu'ils sont encore des adolescents, des enfants. Mais vu tout ce qu'ils ont vécu, c'est facilement oubliable. La première, c'est quand Ron se retourne contre Harry par jalousie quand son nom sort de la coupe de feu.
Et la deuxième, c'est quand Ron se retourne contre Harry et Hermione, à cause aussi un peu de leur crux, mais ça met en avant aussi ses pensées, quand il pense que il y a quelque chose entre Harry et Hermione. En fait, j'ai l'impression que Ron, c'est un garçon qui est assez insécure, du fait de ses origines familiales, d'être le petit dernier d'une grande famille, ne pas avoir trouvé sa place, être tout le temps dans l'ombre, et que son meilleur ami est tout le temps dans la lumière. Mais mec, ton meilleur ami, il est orphelin, il a jamais connu ses parents. Il y a un mec qui cherche à le tuer chaque année. Relax, quoi. Tu veux pas relâcher ta colère sur quelqu'un d'autre ou exprimer ta colère, la verbaliser, au lieu de faire le mec de Cro-Magnon en faisant « ouh ». Pas être content, je me retourne contre toi, je fais des grimaces quand je te vois, machin, et après je m'excuse et tout redevient beau. Non, en discutant une bonne fois pour toutes, dis ce que tu penses, Harry te répondra, et c'est bon. Mais attends, ton meilleur ami, en même temps, oui, tu peux avoir des problèmes perso, tu peux avoir des insécurités. Oui, c'est compliqué de venir certainement d'une famille nombreuse qui n'a pas d'argent, d'être tout le temps dans l'ombre de ses frères. Mais ton meilleur pote, franchement, il est tout le temps menacé de mort, il est orphelin. Il a été des années maltraité dans un placard à balai pour chambre. Au bout d'un moment, comprends ce qu'il y a autour de toi et arrête de faire le mal alpha. Parce que aussi, pour Hermione, il veut faire le mal alpha aussi. Ça manque clairement ça par de contre, commune. oui, ça. Mais pas. Et pour avec Ginny, Ginny oui, aussi. Ginny, ouais. Ginny, je crois qu'à un moment, franchement, il la traite mal parce qu'elle a beaucoup de petits amis. Bah, très bien, profite de la life. Fais-toi plaisir, Ginny. Mais après, Hermione lui fait comprendre que c'est un peu... voilà, d'avoir plusieurs petits amis, ça se fait pas. Et dès qu'elle a un petit ami, c'est... Oui, il fait le macho. Homme de Cro-Magnon, Marina, c'est orang-outan. l'avocat de la défense. Tu nous as fait un magnifique plaidoyer. C'était honnêtement, j'avais le son, pas l'image, mais j'imaginais tout à fait. Mais Pamela, voilà, t'as commencé, tu t'es dit attends, mais non, Ron, il est super sympa. Et là, maintenant, t'es convaincu que Ron, c'est un salaud. Après, faut pas oublier Ouais, je suis convaincue. qu'il y a les hormones. Il y a les hormones qui travaillent. Ils sont dans un monde dangereux. Ce sont des ados. Ils ont vécu beaucoup de choses. Mais dans le fond, quand même, je trouve qu'il est très injuste envers Harry Potter. Et à un moment, je sais plus dans lequel de film je recherche, où il y a même Hermione qui va un peu plus du côté de Ron, et finalement Harry il se retrouve tout seul après la cassure du trio. Alors, non, je vais pas détailler pendant 10 000 ans, mais je pense pour avocat, c'est quoi? Toi, t'es l'avocate de la défense. De la défense, et du coup, moi, je suis quoi? Bah, l'avocat de Ron. Ok, je suis l'avocat de Ron. Et l'avocat des adorateurs de Ron. Non, mais en vrai, pour nuancer, moi, déjà, il y a un truc, genre dans la relique de la mort, j'évacue complètement le comportement de Ron, parce que, comme tu l'as dit, c'est leur crux. Et oui, que mais est-ce que leur crux va pas chercher les sentiments profonds et les exacerbe? Oui, mais là, on parle quand même... Enfin, c'est la grosse faille de Ron, et je pense que le problème, c'est que... Enfin, le problème, tu te focalises sur, effectivement, les défauts de Ron qu'a mis en place J.K. Rowling, parce qu'elle voulait que ces personnages ne soient pas parfaits. Hermione n'est pas parfaite, Ron n'est pas parfait, Harry n'est pas parfait. Et je pense que les défauts de Ron te touchent plus que ceux des autres. Mais en vrai, ils sont tous... Ouh, ça va sur le perso. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense pas que Ron ait plus de défauts que Harry et Hermione. Mais par contre, les défauts de Ron, ça te touche plus. En fait, ça me touche plus parce que Harry, clairement, il a des crises de colère, avec tout ce qui lui arrive, il est persuadé que putain, ça n'arrive qu'à moi, il y a qu'à moi qui est touché. Hermione, les défauts d'Hermione... je trouve qu'elle est trop dirigiste. Elle est hyper bossy, elle fait la morale tout le temps aux garçons, c'est insupportable. Comment dire? Malgré tout, Harry et Hermione sont dans la communication. Et c'est ce que, en fait... Ouais, mais rappelle-toi le nombre de fois où Ron et Hermione se prennent la tête et Harry, il est entre les deux aussi. Je sais, mais... Et c'est mon homme populaire j'en suis consciente, Jérémy. Je te la laisse. Il fait du bruit. Hein. Et c'est quelque chose que je n'aime pas dans la vie dans la vraie vie. C'est le manque de communication et de garder ses émotions pour soi-même et finalement exploser à la figure des gens sans jamais verbaliser les émotions. Et moi, je suis vachement dans la communication dans la vraie vie. Et en fait, verbaliser ses émotions aux autres, c'est difficile. Mais en même temps, ça permet
tellement de régler des situations, ne pas envenimer les choses et aussi se délester de cette charge en fait qui nous bouffe la vie concrètement. Voilà, mais c'est mon un homme. Après, oui. Non, mais je disais, oui, non, en fait, mais après, on peut c'est nuancer son tout ce que tu... insécurité qui parfois ressort tellement que ça en fait un mauvais ami. Parce que la coupe de feu, à aucun moment, il s'est dit quand même. Ça dure pas longtemps. Je suis Sur la hyper défense de jaloux. Ron, ça dure pas très longtemps ce passage. Tu peux pas t'empêcher de. Non, mais oui, mais voilà. Je suis hyper jaloux. Mais en même temps, Ron, est-ce que tu veux vraiment faire la coupe de feu ? C'est un truc où tu peux mourir à chaque instant. Ouais. Je comprends pas la hype des élèves, de certains élèves, à vouloir le faire. Ouais, c'est clair. Le truc, c'est limite du suicide, quoi. C'est incroyable, hein. C'est un truc un peu macho mucho, comme dirait le père de Gaylord Furniquet dans Mes beaux-parents, mon beau-père et moi. Enfin, voilà, enfin mes parents, mon beau-père et moi, voilà. Voilà, j'ai terminé. Non, mais j'en donnerai pas une autre parce que sinon Jérémy va me tuer. Non, mais parce que je suis pas d'accord pour Ron. Voilà, on a atteint le quota là, c'est normal que tu sois pas d'accord parce que de manière générale, c'est une non-populaire opinion. Oui, mais c'est pour ça que je dis, en fait, je suis pas d'accord parce que ça te touche toi particulièrement. Et c'est pour ça que je trouve ça injuste envers Ron parce que. Mais c'est une non-populaire opinion. Mais oui, je sais. Mais oui, je sais. Non, mais c'est vrai, mais je te laisse tranquille. Les gens ne sont pas d'accord avec moi, c'est ça le jeu. Bah, voilà. De toute façon, ça résonnera différemment en chacun de nous. C'est ça. Finalement, parce que ça nous touchera personnellement ou ça nous touchera pas, un comportement plus qu'un autre, un trait de caractère plus qu'un autre. Et finalement, c'est ce qui fait qu'on aura tous des avis différents. En plus, Jérémy, il a l'habitude parce que j'ai beaucoup d'unpopular opinion dans ma vie personnelle. Faut dire dans les coulisses. Il ne s'habitue jamais, en fait, Jérémy. Parfois, je vais lancer une punchline comme ça. Non, mais moi, je pense que... Et Jérémy va être là, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas penser ça, mais pourquoi tu penses ça? J'ai des avis très tranchés dans la parole est libre. Générale. C'est vrai que j'ai peut-être des avis moins tranchés que toi, c'est pour ça. Oui, clairement. Et tu es souvent l'avocat du diable aussi. Ouais, c'est vrai. On va régler nos comptes. Après, là. Thérapie de couple en direct. Bon, non. Mais là, par contre, là où je suis, là où on est tous les deux dans le même sac. Et Justine l'a cité, c'est sur Rogue, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vrai que je pense que globalement, le fait qu'on n'aime pas Rogue, en tout cas qu'on retienne beaucoup plus son côté obscur que son côté lumineux, c'est quelque chose qui, je pense, globalement unpopular dans le fandom d'Harry Potter, parce que, alors après, pas tout le monde, mais on a l'impression que globalement, les fans ont surtout retenu le sacrifice de Rogue à la fin. Et globalement, j'ai l'impression que toi, comme moi, on retient surtout le salaud qu'il est, quoi. Pour pourrir la vie de Harry juste parce qu'il ressemble physiquement à son père. Il lui ressemble pas tant dans le caractère que ça, en plus. Hein. Quand Harry il découvre dans la pancine que James, il harcelait Severus, il est choqué par ça. Donc, en fait, Harry, c'est pas son père du tout. Et c'est juste parce qu'il lui ressemble physiquement, surtout, qu'il le déteste. Donc voilà, et même si l'amour que Severus avait pour Lily était véritable, Lily, elle lui a jamais rien demandé, elle lui est pas redevable de quoi que ce soit, et Severus, il aurait pu le digérer autrement, hein, cet échec amoureux, qu'en rejoignant les forces du mal et en pourrissant l'enfant de la femme qu'il a aimé. Enfin bref, il y a tout un truc chez Rogue qui est insupportable. Et même si la façon dont il a de partir, de mourir, de se sacrifier, c'est très beau comme geste, n'empêche que ça n'efface pas tout. Et ça, j'ai l'impression que c'est pas populaire de penser ça. De toute façon, on fera un épisode spécial sur Rogue en invitant des auditeurs, je pense. Ça va être quelque chose de spécial. Voilà. Ça va se faire dans le sang et la douleur. Se sacrifier pour la bonne cause ne fait pas de toi quelqu'un de bien. Une bonne action n'efface pas toutes les mauvaises actions que tu as pu faire. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ah si, moi j'en ai une, mais toute simple, mais qui est peut-être pas très populaire, mais j'aime bien Harry. Et c'est là encore, je pense qu'on est tous les deux dans le même sac. Il y a beaucoup de fans qui trouvent Harry insupportable. Arrêtez Harry, non mais arrêtez de le trouver insupportable. Harry, c'est le héros de l'histoire. Vous ne survivriez même pas à 1% de ce qu'il a vécu, le gars. Ça, c'est clair. Il peut avoir des défauts, laissez-le tranquille. Si c'était moi qui vivais tout ça, ça serait 1000 fois plus insupportable, hein, la lecture des livres et le visionnage des films. Et j'en ai déjà parlé, mais il y a aussi le truc où Ombrage, c'est le pire personnage et tout. Moi, je le pense pas, tu vois. Ombrage, je la déteste, évidemment, c'est un personnage détestable, mais c'est pas le personnage qui mérite le plus. Je pense que c'est unpopular de penser ça aussi. Genre, Queue de Verre, moi, je le trouve beaucoup plus antipathique, ça me touche beaucoup plus la trahison de Queue de Verre que le côté extrémiste d'Ombrage, donc, qui fait le sale boulot à la place des dirigeants, en gros. Donc oui, c'est détestable, mais c'est pas ce qui mérite le plus.
Donc c'est qui le pire personnage alors? Ah, tu vois, j'ai cité Queue-de-Verre. Pour moi, c'est vraiment le pire du pire. C'est Queue-de-Verre. C'est Queue-de-Verre parce qu'il a prétendu être un ami. C'est la trahison. Non seulement sa trahison, elle a causé la mort d'un de ses amis et de sa femme. Et il y en a un qui a été emprisonné pendant 13 ans alors qu'il était innocent. À tort. En gros, il a tout fait foirer, quoi. Il a tout fait foirer. Et lorsque sa véritable identité est mise à nu à nouveau, la première chose qu'il fait, c'est de rejoindre Voldemort. Parce qu'il est incapable de vivre sans maître. Et cette idée-là m'est insupportable, tu vois. C'est pour ça que Queue-de-Verre m'énerve. Queue-de-Verre m'énerve beaucoup plus qu'Ombrage. Il est foncièrement mauvais, il n'y a rien de bon à en tirer, quoi, c'est ça. Bah après, je dirais pas qu'il y a des trucs de bon à en tirer de Ombrage, mais... Je sais pas s'il y a quelque chose de bon à en tirer d'elle, mais... Non plus. Bon, j'ai perdu Marina, donc on va passer au prochain. Là, elle est en train de se dire, il parle beaucoup trop. Unpopular opinion. Allez, on passe à la prochaine question qui nous avait été envoyée par Victo. Bonjour la fréquence. Je voulais juste revenir sur la question qu'avait posée Adeline sur les prophéties dans le chapitre 21. Je suis de l'avis de Marina sur le fait que la prophétie se matérialise automatiquement, peut-être au département des mystères, après avoir été dite, car dans le 3e tome, quand Trelawney fait la prédiction sur le retour de Queue-de-Verre auprès de Voldemort, il n'y a personne pour la retranscrire, il n'y a personne pour la réceptionner, il n'y a rien qui se matérialise non plus à ce moment-là. Mais ça reste une prophétie, du coup j'imagine qu'elle se trouve aussi au département des mystères. Et sinon j'ai moi-même une petite question qui concerne plutôt les Horcruxes. Selon vous, est-ce que les Horcruxes se divisent l'âme de Voldemort et chaque Horcrux possède une quantité identique d'âme? Et surtout, lorsqu'un Horcrux est détruit, est-ce que l'âme contenue dedans est aussi détruite ou est-ce qu'elle se répartit dans les autres Horcruxes? Je ne sais pas si c'est très clair. En tout cas, merci beaucoup pour votre podcast, c'est très intéressant, très agréable à écouter et à une prochaine. Merci. Merci Victo pour tes questions. Alors on va commencer par la première. Est-ce que la prophétie de Trelawney sur le retour de Voldemort a sa sphère au département des mystères ou pas? Bah disons que moi je vais rester un peu sur ma position, le mec buté, mais en fait moi personnellement je pense que non, parce que si on reste sur la théorie qui est la mienne, comme quoi il faut qu'un témoin fasse une déclaration pour qu'une prophétie se retrouve au département des mystères, et ben en fait la prophétie que fait Trelawney, elle n'est pas répertoriée, il n'y a pas de sphère sur cette prophétie. Donc en fait pour qu'il y en ait une, il faudrait que Harry la déclare, par exemple. C'était ça ma théorie. Donc toi Victo, j'ai l'impression que pour toi en fait le processus il est automatique. Marina, c'est ce que tu penses aussi, mais sauf preuve du contraire, je crois pas que la prophétie que fait Trelawney à Harry elle est au département des mystères. On n'a pas la preuve qu'elle y est. Je crois pas. Dans l'ordre du Phénix. Ou alors j'ai oublié ce détail, mais je crois pas qu'on ait cette info, donc les théories restent ouvertes. Harry, il la récupère, sa prophétie, justement, dans l'ordre du Phénix. Oui, alors il récupère la prophétie originelle, en fait, qui concerne Voldemort et lui, mais la prophétie que fait Trelawney, tu sais, c'est en gros... Lors de ses examens. Ouais, voilà, en gros, c'est la deuxième prophétie de Trelawney qui dit que le serviteur de Voldemort va rejoindre son maître, etc. Celle-ci, en fait, c'est la deuxième prophétie de Trelawney. Et celle-ci, je crois pas qu'on ait la preuve qu'il y ait une sphère au département des mystères sur cette prophétie-là. En fait, en gros, si on a une, c'est que Marina et Victo, vous avez raison, c'est un processus automatique. S'il n'y en a pas, ça veut dire que j'ai raison. Et que pour qu'il y en ait une, il faut que la personne qui est témoin de la prophétie déclare au ministère de la magie la prophétie. Quoi. Après, ça se trouve, c'est un truc automatique où en effet, dans le département des mystères, il y a une petite prophétie qui pop. Mais on ne saura jamais, puisque c'est dans notre imagination. Donc dans mon imagination, Victo et moi, nous avons raison. Et toi, tu as tort. À nous envoyer vos hiboux, en fait, vous voulez la fin du podcast et vous voulez la fin de notre couple. Vous voulez que tout se termine. Ils en peuvent plus de nous, on est insupportables. Du coup, ils veulent détruire. Mais c'est bien qu'on soit pas d'accord aussi. Sinon, si on était tout le temps d'accord, ça serait... Parce qu'en fait, réfléchissez bien. S'il y a plus de couple Marina et Jérémy, il n'y a plus de podcast. Bah, c'est Sirius et Woody qui prennent intérêt à le préserver. Ouais, voilà.
Alors... sinon, on divorce et on fait moitié-moitié. Chapitre 3, c'est toi. On se le partage comme un enfant. Un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires. Allez hop. Avec un erratum. Alors, tout ce qu'a dit Marina sur le précédent épisode est faux. Voici les raisons. Le gros malaise. Et sinon, sur ta question sur les Horcruxes, alors je pense que c'est une question... Alors moi, c'est une question que j'adore. Je suis sûr que c'est une question que Marina déteste. C'est ça. Parce que c'est très, très précis, très mathématique, très geek dans l'esprit. En gros, est-ce que les Horcruxes possèdent tous la même quantité d'âme, en fait ? Pour résumer, c'est un peu ça ta question, Victor, si je la comprends bien. Je n'ai aucune fichue idée pour te répondre clairement, mais j'aime beaucoup cette question. En fait, ce qu'on sait, par contre, peut-être un élément de réponse, c'est qu'on sait de Hermione, qui s'est beaucoup documentée sur le sujet en lisant des livres, on sait qu'un sorcier qui a fait des Horcruxes, ou au moins un Horcrux, il peut réconcilier son âme en ressentant du remords. C'est la seule issue, en gros, c'est le seul échappatoire possible pour s'écarter des forces du mal. C'est de ressentir du remords et ainsi retrouver son âme complète. Et ça peut effectivement signifier que lorsqu'un Horcrux est détruit, comme Voldemort en a plusieurs, ça peut peut-être signifier que la part d'âme qui se trouve dans cet Horcrux se disperse dans les autres. Après, est-ce qu'une âme peut être quantifiable ? Ouais, c'est ça. C'est tellement aussi, abstrait, la notion d'âme, que pour moi, une âme, ça n'a pas de forme, ça n'a pas vraiment de quantité, c'est abstrait. Quand on dit diviser son âme, c'est tellement flou, tu vois. C'est pas à parts égales, en fait. Ouais. C'est des morceaux d'âme, c'est tellement flou, c'est impossible pour le coup à quantifier. Mais après, c'est ma version de l'âme. Tu peux pas avoir une moitié d'âme, quoi. Enfin, si, mais c'est flou. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas une moitié au sens mathématique dans notre monde. Par contre, ouais, la destruction des Horcruxes un par un, je trouve que c'est assez... j'ai pas l'impression que ça puisse revenir, que la part d'âme qui se trouve dans un Horcrux puisse atterrir autre part. On voit une vraie détérioration physique de Voldemort sur la fin, quand les Horcruxes se sont détruits de plus en plus les uns après les autres. Et j'ai l'impression qu'un Horcrux se détruit, c'est la part d'âme qui s'y trouvait est détruite également, quoi. Oui, c'est vrai que c'est bizarre de se l'imaginer, en tout cas, que l'âme voyage vers les différents Horcruxes lorsque son Horcrux est détruit, en fait. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se l'imaginer. Et puis, j'ai l'impression quand même que, malgré ce que dit Hermione sur le fait qu'un sorcier peut retrouver son âme complète, ouais, j'ai quand même l'impression que c'est... Tu t'en sors jamais indemne. Oui, puis j'ai quand même l'impression que lorsqu'un Horcrux est détruit, j'ai l'impression que la partie d'âme est détruite aussi. Enfin, tout est détruit. J'ai l'impression que c'est quand même ce qui se passe. Mais comme tu l'as dit, Marina, en fait, c'est tellement abstrait. Oui, effectivement, l'âme n'est pas quantifiable. Donc peut-être qu'on peut rassembler son âme, mais on parle pas de quantité ici, on parle de spiritualité, en fait. Et en plus, c'est croire aux Horcruxes, c'est aussi croire à la théorie de l'âme. Et chaque personne n'est pas forcément adepte de cette théorie, qu'une âme existe en nous et surtout qu'elle peut être divisable. Il y a des scientifiques qui essayent de peser le poids de l'âme. Et selon certains scientifiques... Unpopular opinion. Non, en fait, ils ont remarqué on revient en arrière. Qu'après un décès déclaré, quelques secondes après, le corps perd quelques grammes. Et certains scientifiques pensent que ces quelques grammes sont le poids de l'âme. Et c'est très discuté et discutable, bien sûr, mais il y a des recherches sur ça. J'ai l'impression, c'est étonnant. Ouais. J'ai l'impression que ce serait plus des religieux qui se disent ça. Mais pour moi, non, ça va contre la religion, mais je pense croire à l'âme. Et pour moi, l'âme, c'est pas quelque chose qui peut peser quelque chose, tellement que c'est une notion abstraite, tu vois. C'est pas quantifiable, c'est ça, c'est pas matériel. C'est spirituel. C'est fou cette recherche. Tu sais quoi ton métier ? Je suis chercheur. J'essaie de savoir combien pèse l'âme. Wow, t'as fait quoi comme étude ? C'est chaud quand même. Moi, il y a l'âme en laquelle je crois. C'est l'âme de « Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. » Je crois en l'âme.
Quelque chose qui fait mal, qui fait mal. On chante tellement bien que Spotify va nous censurer à nouveau, attention. Attention, pour un certain groupe Discord qui ont créé un groupe Starac sur le Discord, je vais faire Hey man, don't you feel that happy. Pardon. Ok. C'était une petite dédicace. Tu chantes bien, Marina. C'est pas mal, hein? Oui, bien sûr. Et nous passons au hibou sonore de Fanny. Coucou la fréquence, je m'appelle Fanny et déjà bonjour. Et ensuite, je voulais vous poser une petite question. Alors, on sait que dans les écoles moldues, il y a des psychologues scolaires, mais est-ce que vous pensez qu'à Poudlard, il y a également des psychologues scolaires? Alors moi, j'aimerais bien qu'il y en ait un, parce que au vu de tous les problèmes qu'ont les élèves dans cette école, il serait peut-être temps de mettre en place un suivi médical psychologique pour les aider, et parce que je pense que ça les aurait peut-être aidés dans de nombreuses situations de pouvoir parler et se livrer. Voilà, vous êtes super comme d'habitude et à bientôt pour un nouveau podcast. Bisous. Merci Fanny pour ton hibou. Alors que je pense que le psychologue scolaire de Harry, Ron et Hermione à Poudlard, c'est Hagrid. Malheureusement. Parce que dès qu'ils ont un problème, ils foncent voir Hagrid. Donc, Ou dès que Hagrid a un problème aussi, c'est Dono. Oui, aussi. Donc je pense que, ouais, mais non, sinon il n'y a pas de psychologue malheureusement. Et je pense que même les psychologues moldus sont pas si présents que ça dans les établissements scolaires, malheureusement. Ouh, ça dénonce. Vous en avez eu ou pas? Parce que moi, j'en avais pas. Hein. Ouais, moi, j'en en aurais bien eu besoin à l'époque. Hein. Il y en avait, mais que quand il y avait quelque chose de grave qui s'était passé et que la parole pouvait se libérer à ce moment-là, mais personne de manière constante. Quoi. Ouais. Alors que c'est voilà. une période en plus où cet âge-là, c'est une période assez compliquée. Terrible. Je pense qu'effectivement, la question est intéressante du suivi psychologique des élèves. Oui. C'est sûr. Mais ouais, comme tu dis, Marina, je pense que ce rôle psychologique, c'est surtout les profs qui l'endossent, quoi. Comme ils le peuvent. Hein. Peut-être aussi Madame Pomme Fraîche, je me dis parfois. L'infirmière, ouais. Ouais. Est-ce que c'est comme les infirmières scolaires? Désolée, hein, je vais faire une généralité, mais c'est pour la blague. Alors, ça va pas, j'ai été attaquée par mon prof, il y avait Voldemort derrière sa tête, il a essayé de me tuer, donc je mets les mains sur lui et c'est désagrégé. Ouais, tu veux un Doliprane pour faire passer ça? tu veux? Hein? C'est la réponse généralement de peu importe ce que tu avais, t'allais voir l'infirmière, bah, prends un Doliprane. Ok. Couche-toi et prends un Doliprane. Après, tu retournes en cours. Sinon, ça m'a fait penser à une scène aussi. Je me demande si les fantômes peuvent pas avoir le rôle de psychologue. Parce comme que Nick quasi sans tête qui parle de la mort avec Harry. Ouais, parce que c'est un peu ce qui se passe quand même. C'est-à-dire que Harry, quand il va chercher Nick, il a besoin de parler de la mort de son parrain là, qui vient d'arriver. Et il tombe sur Nick, c'est des fantômes, quoi. Ils sont morts et tout, donc il se pose des questions, c'est naturel. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose comme un élève qui parlerait, qui ferait une thérapie un peu, tu vois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et pour les cours d'éducation sexuelle, ça serait qui à Poudlard? Oh là là. Ça, vous avez eu ou pas? Parce que moi, bah j'ai oui. eu. Là. Ah oui. Ah oui. Et d'ailleurs, mais attends, on peut en parler, mais obligatoire. Il n'y a pas ça non plus à Poudlard. Hein. Bah non, à notre connaissance, non. Pourtant, ils en auraient bien besoin, les petits. Hein. Ouais. Parce qu'au bal de Noël, je sais pas s'ils étaient sur tous la prêts. carte du maraudeur. Oui. Ça, c'est dans le film, ça. Mais... Bon, allez, avant que ça dérape trop... C'est professeur Chourave qui s'occupe. Non, voilà. Avant que ça dérape trop, on passe au prochain Elle a des hibou. bananes magiques. Oh, non. Julie, sauve-nous avec ton hibou sonore. On écoute Julie. Salut la fréquence. J'avais une question par rapport à Harry Potter à l'école des sorciers. Je crois d'ailleurs que c'est un passage, si je me trompe pas, qui a été coupé dans d'autres éditions. Il me semble que vous avez dit ça il y a pas très longtemps. C'est au moment où Harry, dans les wagons à Gringotts, demande à Hagrid la différence entre stalactite et stalagmite. Et donc Hagrid lui répond, dans stalactite, il y a un M. Donc voilà, j'ai pas trop compris pourquoi il dit ça, si c'est une erreur de traduction ou je sais pas, ou si c'est Hagrid qui s'en mêle les pinceaux. Voilà, je sais pas si vous avez un avis là-dessus.
Et puis sinon, continuez ce que vous faites, c'est super. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci Julie. Alors si on prête bien l'oreille, j'ai l'impression qu'il y a un chat qui ronronne sur tes genoux peut-être. Dis-nous s'il y a un chat qui ronronne dans ton message. Non, alors il n'y a pas d'erreur de traduction. En fait, ce passage-là dans l'école des sorciers, il est identique en anglais. Et c'est simplement que oui, Hagrid, il répond correctement à la question. En fait, dans Stalagmite, il y a un M, c'est vrai, c'est ce qu'il dit. Hein. Mais le gag, je pense que c'est parce que c'est pas vraiment ce que lui demande Harry à ce moment-là. Il lui demande c'est quoi la différence de signification entre stalactite et stalagmite. Et Hagrid lui répond juste qu'il y a un M dans stalagmite. Alors c'est pas vraiment ce que Harry demande. Donc je pense que c'est ça le petit gag de Non, J.K. c'est Rowling. pas ça. C'est parce que c'est pour faire la différence entre une stalagmite et une stalactite. Une stalagmite, ça monte, et une stalactite, ça tombe. En fait, c'est le M de monter et T de tomber. Oui. Donc, une stalagmite, ça monte. Donc, en fait, c'est la stalagmite qui est en bas et qui monte. Oui. Et la stalactite qui est en haut et qui tombe. Ouais. C'est pas le gag, c'est pas un gag, du coup. Ouais, mais c'est la différence entre les deux pour les reconnaître. Oui, mais justement, ce que je disais, c'est que là, ce que tu viens de répondre, c'est la réponse qu'attendait Harry à sa question. Oui, ok, alors que Hagrid, il répond à côté de la plaque en disant la différence, c'est que dans Stalagmite, il y a un M. Ah oui, ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il va pas plus loin qu'on lui a dit la différence. Voilà. C'est l'humour de J.K. un peu, tu vois, dans ce passage. Quel humour. D'ailleurs, j'ai tapé sur Google et il est dit que les stalactites et les stalagmites, même si on fait la différence, en fait, la plupart du temps, ils se rassemblent. En fait, quand ça part du sol et quand ça part du plafond, en fait, ça forme qu'une colonne à la fin. Donc, la différence a peu d'importance. Nous passons au hibou sonore d'Hermione. Salut la fréquence, c'est l'invité. J'espère que vous allez bien. Du coup, déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est vraiment que votre podcast, il est vraiment, vraiment incroyable. Ça m'aide à me réconforter quand il y a des choses qui ne vont pas. Mais vraiment, vous me faites rire. Vraiment, bravo à ça. C'est vraiment un podcast que j'adore. Et donc, du coup, j'avais une petite question. C'était que, quelle est votre maison de Poudlard que vous adorez, même si je sais que je sais vos maisons, mais que Jérémy est Serdaigle, que Marina est Gryffondor, mais vraiment une maison que vous adorez, que vous aimeriez être, ou peut-être que votre maison, vous l'adorez, mais une autre maison que vous voulez être, que vous adorez. Voilà, gros bisous. Merci Hermione pour ton hibou. Bon, j'espère que notre humour d'aujourd'hui te réconfortera. Humour de très haut vol. J'avais chanté pour ça. Pardon. Moi, cette haute maison, alors c'est une maison que, est-ce que j'aime bien? Oui, il n'y a pas de raison de ne pas l'aimer, mais c'est que les gens me l'attribuent par défaut. C'est la maison Poufsouffle. Quand je dis que je suis Gryffondor, tout le monde me dit non, mais t'es carrément une Poufsouffle, t'es pas du tout Gryffondor. Ouais. Et ça m'énerve parce qu'en fait, il me catégorise d'un Poufsouffle uniquement par ma gentillesse, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, d'apparence, je parais hyper gentille. Mais je suis sympa, hein, mais je suis pas... C'est ce que j'allais dire. Alors qu'en vrai, elle le précise. Si vous saviez... Non, mais je vais pas dire que je suis méchante, je suis très gentille, mais... J'ai d'autres traits de caractère qui font que je m'attribue à Gryffondor. Mais oui, en fait, Poufsouffle, généralement, Poufsouffle, ça fait un peu dans l'esprit des gens, oh, bah t'es gentille, t'es bien bonne, quoi. Limite un peu naïve. Ah, mais ça. justement, la maison de Poufsouffle, c'est pas ta maison officielle parce que tu penses ça, justement. Et je suis sûr que Pamela, qui se revendique de Poufsouffle, elle pense pas ça de. Tu vois. Mais moi, je pense pas ça, mais c'est les gens qui pensent ça, tu vois. Ouais. C'est un raccourci. Ils font un raccourci. Ouais. En fait. Oh, bah Marina, elle est gentille. Oh, bah, c'est une bonne Poufsouffle. Donc, voilà. Les bonnes pattes. Quoi. Ouais, c'est ça, les bonnes pattes. Je peux une bonne patte en vrai, en plus. Mais du coup, c'est quand même une maison que. Bah ouais, elle est cool, cette maison. Oui. Bah oui, bien sûr, elle est cool. Mais voilà. Et vous? Pamela, t'es Poufsouffle, mais si t'avais une affiliation particulière avec une autre maison? En fait, je me suis demandé pourquoi il n'y avait pas de période d'essai quand on arrivait à Poudlard la première année. Pourquoi on n'aurait pas le droit de tester une semaine dans chaque maison et d'avoir le droit de se décider
rester dans l'une ou dans l'autre après. Finalement, c'est le chapeau magique qui décide, mais est-ce qu'on on aurait le droit de dire eh ben moi, je veux faire une période d'essai dans une autre maison, et puis si ça me plaît pas, je reviens au choix du chapeau magique. Ça permettrait de voir un petit peu, de prendre la température dans chaque maison et après de se décider. Parce qu'en plus, cette attribution, elle arrive au moment où ils sont susceptibles le plus d'évoluer. C'est dans leurs années charnières, en fait. Donc, la première année, oui, ils sont peut-être serpentards, admettons, mais leur évolution vont faire qu'ils vont finir peut-être chez Poufsouffle, Serre d'Aigle, Gryffondor. Après, je pense que effectivement, on en a déjà parlé, mais le caractère et tout change, et peut-être que la maison dans laquelle ils sont sélectionnés, parce que le choix du jeune sorcier importe aussi pour le chapeau, peut-être qu'elle ne correspond pas à 100% aux sorciers qu'ils deviennent. Mais après, je pense que ce qui fait aussi que je pense pas qu'il y a de changement de maison, c'est que au-delà des qualités de la maison qui sont décrites, c'est aussi c'est une bande d'amis, tu te fais des proches, etc. Et en fait, ta maison, ça devient plus quelque chose un peu de solidaire, en fait. Tu vois, où les élèves partagent la même salle commune. Pour ceux qui sont du même genre et dans la même classe, ils ont le même dortoir. Donc en fait, il y a un côté communautaire en fait aux maisons. C'est bien qu'en fait, je pense que la qualité de chaque maison, c'est le point de départ pour la répartition. Mais qu'en fin de compte, ça se traduit surtout par des amitiés, tu vois. Et finalement, en réfléchissant, est-ce que répartir les élèves par maison et créer un esprit de communauté, c'est pas finalement, selon le caractère de la personne, un défaut, une mauvaise idée? Par exemple, je pense à Malfoy, à Drago Malfoy. Est-ce que finalement, ça l'a pas fait encore plus sombrer dans les délires de sa famille, en fait, dans son héritage? Ouais, peut-être, oui. Il aurait certainement évolué différemment s'il avait été chez Gryffondor, Poufsouffle, par exemple, ou Serre d'Aigle. En plus, c'est quelque chose qui... J.K. Rowling n'a rien inventé, c'est quelque chose qui est très connu dans les écoles britanniques de faire ça. Mais en fait, il n'y a pas du tout le côté on met tous les élèves qui se ressemblent entre eux. C'est pas ça l'objet. Enfin, il y a pas de processus comme ça. C'est plus que par exemple, la classe va être divisée en quatre maisons. Et c'est surtout une question de solidarité, en fait. Chaque maison doit être solidaire les uns avec les autres pour faire gagner le plus de points. Il y a un côté compétitif aussi qu'on retrouve dans Harry Potter, mais il n'est pas question de mettre les gens qui se ressemblent entre eux. Alors que dans Harry Potter, c'est un peu effectivement ce qui se passe. Ouais. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on peut se poser la question. En tout cas, moi, je persiste, signe, mais affiliation Serpentard. Ne le dites pas, Marina. Affiliation Serpentard. Allez, on passe au prochain hibou sonore de Mathieu. Salut la fréquence, c'est Mathieu. Je vous envoie ce hibou sonore déjà pour vous féliciter pour votre excellent podcast, c'est incroyable. Et puis j'ai une petite question aussi. Dans le tome 7 de Harry Potter, Lord Voldemort met une barrière sur son nom. Et donc quand on le prononce, on sait te localiser. Pourquoi le ministère de la Magie n'en a pas mis sur des sortilèges comme Doloris, comme ça, dès qu'un sorcier prononce ce sortilège, on sait où il est et on peut intervenir directement. Merci pour la réponse d'avance. Gros bisous. Merci Mathieu, c'est une excellente question. Je me la suis jamais posée, je crois. Parce qu'il n'y a pas de réponse dans le texte, dans les livres, donc on ne peut que théoriser par rapport à ça. Je sais pas, la potentielle explication qu'il pourrait y avoir, c'est que le sortilège du tabou, qui est utilisé sur le nom de Voldemort dans les Reliques de la Mort, c'est peut-être quelque chose qui fait partie de la magie noire, peut-être? Parce qu'en fait, on n'a que cet exemple-là, c'est le seul exemple connu, le tabou de Voldemort. Donc, comme c'est que les mange-morts qui l'utilisent, on peut se demander si c'est pas de la magie noire. Et même si c'est pas de la magie noire, je me dis que c'est un sortilège quand même, niveau respect de la vie privée, c'est pas ce qui se fait de mieux. Donc, même si le ministère de la Magie est pas du tout exemplaire sur tous ces sujets-là, loin de là, peut-être que c'est trop intrusif pour mettre ça en place, même sur des sortilèges impardonnables. Parce qu'en fait, par exemple, si tu poses un tabou sur Andoloris, en fait, même si tu ne jettes pas le sortilège, si tu ne fais qu'en parler, le tabou fonctionne, en fait. C'est-à-dire que si tu dis
je sais pas moi, X machin, il paraît qu'il a sorti, il a jeté le sortilège dans Doloris. Et là, pouf, t'as 3 représentants du ministère qui arrivent chez toi et qui disent prison à vie pour toi, tu as jeté le sortilège. Bon, après, il y a des moyens de vérifier que t'as jeté le sortilège ou pas, mais. Oui, après, chacun ses goûts aussi. Hein. Peut-être que dans l'intimité, certains aiment se jeter des ondes dans un certain milieu, voilà. Hein. Ce soir, chérie, c'est soirée impardonnable. On sait pas, hein, dans certains clubs ou autres. Doloris. Ça pourrait être un thème. Hein. Bah ouais. Ça peut se réfléchir. Ouais. T'es en cuir, tout en cuir, et là t'as le ministère qui arrive. C'est un peu gênant, j'avoue. Non, voilà. Il peut y avoir plusieurs explications de ce type-là. Enfin, mais c'est votre baguette. Mais je ne peux pas. Pardon. On oublie ces trucs-là, mais. Pardon, je vais trop loin comme d'habitude. Non, mais en vrai, le sortilège du tabou, c'est chaud, quoi. Enfin, je veux dire, pour l'appliquer, même pour des sortilèges qui sont interdits, c'est un peu chaud pour moi, niveau respect de la vie privée et tout. Mais encore une fois, ça se trouve, c'est juste que le ministère n'y a pas pensé. Hein, parce qu'ils font tellement des trucs incroyables que ça ne m'étonnerait pas non plus qu'ils le fassent. Hein, donc, en vrai. Est-ce qu'il existe au ministère un département innovation magique ? Parce que je trouve que Mathieu pourrait quand même en faire partie. Ouais, ça se trouve, tu as des bonnes idées à soumettre. Hein. Carrément. Et nous passons au dernier hibou sonore, celui de Morgane. Bonjour Marina, bonjour Jérémy, bonjour l'invité, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Morgane et je voulais rebondir sur un de vos épisodes du prisonnier d'Azkaban où vous demandiez qu'est-ce qui se passait quand un animagus mourait sous sa forme d'animagi. Et ça m'a fait penser au chapitre dans Le Prince de Sang-Mêlé quand Bellatrix et Narcissa vont rendre visite à Rogue. Au moment où elles apparaissent, Bellatrix tue un renard et elle s'attendait en fait à trouver un sorcier du ministère de la magie. Donc est-ce qu'elle pensait que c'était un animagus et dans ce cas-là, est-ce qu'elle s'attendait à le voir réapparaître sous sa forme humaine ? Donc voilà, je me posais la question, je voulais savoir ce que vous en pensiez. En tout cas, continuez comme ça, j'adore ce que vous faites, ne changez rien et à la prochaine. Merci Morgane pour ton hibou. Alors c'est une bonne idée de base, mais malheureusement, en fait, les aurores font usage de la métamorphose. Donc du coup, en fait, elle s'attendait à ce qu'il reprenne forme humaine pour vérifier si c'était bien un aurore, mais par le sortilège de métamorphose, et en fait pas parce que c'était un animagi, tout simplement. Ah, tu vois, j'y ai même pas pensé. À quoi ? Ouais, je me suis pas arrêté sur le détail de métamorphose si, en fait, différents c'est parce d'animagus. que les aurores utilisent beaucoup la métamorphose. Ah oui, mais c'est pas pour autant des animagiers, quoi. Bah non, c'est totalement différente. La métamorphose et bien sûr. Être animagi. Donc le mystère animagus reste entier. Le mystère, oui. Ouais. Si on meurt sous sa forme d'animal quand on est un animagus, est-ce qu'on se transforme dans sa forme humaine ? Probablement que oui, mais ouais, je suis d'accord. Ce passage-là est intéressant, mais c'est pas non plus une preuve formelle. Non. Et ça conclut la volière de cet épisode. Pour ceux que ça concerne, on est à jour jusqu'à début novembre à peu près. Donc si vous nous avez envoyé votre hibou sonore à partir de cette période-là, eh bien vous apparaîtrez peut-être dans le prochain podcast. Pour participer, on attend votre vocal d'1 minute environ que vous pouvez nous envoyer en MP sur Instagram, Facebook et Twitter, ou si vous préférez par email moldu à l'adresse fréquence934@gmail.com. Alors, la plupart d'entre vous utilisez Insta, donc attention, la durée d'un vocal c'est 1 minute maximum, sinon vous êtes coupé sur l'application. Donc c'est pas mal pour être sûr de respecter la limite de durée pour la volière. En dehors de la volière, ça nous fait toujours plaisir de vous lire aussi, si vous préférez nous écrire. On essaie de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Dans le cas où vous nous découvrez avec cet épisode, eh bien, enchanté d'abord. Désolé pour toutes les blagues foireuses. Et on vous invite à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux pour rester connectés. Les liens sont en description de l'épisode. Et on vous invite aussi à prendre 2 petites secondes pour laisser des étoiles si vous utilisez les applis Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. Au passage, merci à Curie, Elfie, Kassou, Clochette et Romilda pour vos commentaires sur Apple. Et à Momo et Joshi sur Podcast Addict, ça fait plaisir.
La fréquence est disponible sur à peu près toutes les plateformes audio. Vous pouvez aussi vous abonner à celle que vous préférez pour être sûr de ne rater aucun épisode. Nos émissions sont également disponibles sur YouTube, où vous pouvez là aussi vous abonner, commenter et tout ça. Pour les plus courageux, comme Pamela, vous pouvez candidater pour participer à un futur épisode. Les candidatures se déroulent sur notre serveur Discord qu'on vous recommande de rejoindre si ce n'est pas encore le cas. Le porte-loin est aussi en description. Et si vous êtes perdu un peu en arrivant, n'hésitez pas à demander à nos chers modérateurs, mais aussi à retrouver toutes les infos pour candidater qui sont à retrouver dans le salon La Volière dans la catégorie podcast. Pamela, c'est ce que tu as fait pour nous accompagner sur ce chapitre. Tu as posé ta candidature sur le Discord. Est-ce que tu ne regrettes pas Est-ce que tu as passé un bon moment finalement avec nous? Non, je ne suis pas sûre que je reviendrai finalement. En plus, c'est un épisode un peu spécial. C'est un peu folklore certains moments. On espère que le montage aura été fluide, mais on a été coupé plusieurs fois par Bob le bricoleur. Moi qui mélange entre l'or du phénix et la coupe de feu. C'était n'importe quoi cet épisode. Et puis, on a divorcé 2 fois à cause du hibou sonore de Justine. Merci Justine. Pamela, elle nous a accompagnés chez le notaire et tout. Enfin, ça a pris du temps. On a enregistré sur 2 semaines. On n'y est plus, on y est plus 15 jours. Insupportable. Pour vous, c'est 2 heures d'émission. Pour nous, c'est 15 jours de galère. C'est une vie entière. Non, mais c'était super de pouvoir être avec vous et... Je ne regrette pas du tout d'avoir déposé la candidature sur Discord et j'en profite pour passer un petit mot parce que quand je suis arrivée sur le serveur, j'étais un peu perdue et je trouve qu'il y a eu un super accueil et un super accompagnement. Donc voilà, mention spéciale pour les modérateurs du serveur. Trop cool, ça va leur faire trop plaisir. Ouais, parce que c'est pas toujours facile pour eux en plus parce qu'il y a beaucoup de salons, il y a de plus en plus de gens sur le Discord. C'est pas toujours évident. Merci à eux. Et merci à toi, Pamela. Et merci aussi d'avoir rejoint la liste de nos tipeurs récemment. Et on va tiper les autres tipeurs qui t'accompagnent également, qu'on cite avec beaucoup de plaisir avant de se quitter, comme d'habitude. Donc, coucou à Corsetilou, Lolax, Mukiwara, Yonde, Larinoncien, Chloé, Charlotte, Priscilla, Camille, Lucie, Bispac, Virginie, Nicelia, Louison, Aurélien, Kimidoc, Mathilde, Miss Bookin. Et pour finir, Pamela, tu es en fin de liste. Je crois que la première fois qu'on t'a cité, c'était sur le dernier épisode. Oui, c'est vrai. Et voilà, t'es tipeuse, donc même si t'es invitée, on te cite, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, t'es pas la seule à avoir rejoint notre Tipeee dernièrement, comme vous pouvez peut-être l'entendre dans cette liste. Donc merci à toutes et à tous pour le soutien, et on se retrouve très vite pour le prochain chapitre de Harry Potter et la Coupe de Feu. Oui, pour Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc il s'agira du chapitre 3 qui s'intitule L'invitation. Merci encore de nous écouter et à bientôt. Salut!